Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir un invité spécial qui va nous parler notamment du LMNP. Comme d'habitude, Le Bon Courtier vous accompagne dans la construction de votre patrimoine. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons recevoir Florian, spécialiste LMNP et courtier en crédit immobilier. Eh bien déjà, merci à toi Daphné de m'accueillir ici. Donc oui, effectivement, je me suis spécialisé dans le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui est un statut fiscal. Dans le cadre de mon travail, je suis courtier en crédit immobilier et j'accompagne en parallèle des investisseurs à réaliser leurs investissements. Tout simplement, je les accompagne donc de l'avant-projet jusqu'à la réalisation de leur projet. Et après, l'idée, c'est tout simplement de faire un projet où on va être à la fois rentable, tout en gardant une capacité d'endettement pour enchaîner. Donc c'est vraiment très important et pour ça, il faut l'analyser correctement. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos investisseurs, en fait, pourquoi le choix du LMNP alors qu'il y a tous les systèmes classiques qui existent? Alors, je suis moi-même investisseur et j'ai regardé énormément de véhicules fiscaux avant de choisir le LMNP. Le LMNP a plusieurs avantages. Il faut savoir que dans les véhicules fiscaux, on va retrouver la SCI, soit à l'IR, soit à l'IS. On va retrouver les sociétés commerciales type SAS ou SARL, qui sont un peu moins connues des investisseurs qui débutent et qui sont pas forcément appropriées. Ensuite, on va trouver l'activité de loueur meublé non professionnel, donc celle que j'aime bien et je vais expliquer pourquoi juste après. Donc pourquoi le LMNP? Eh bien, tout simplement, on a d'un côté les revenus fonciers, où on va bénéficier d'un déficit fiscal sur ces impôts. On va avoir une réduction d'impôts grâce aux travaux qu'on va réaliser. Et ensuite, les revenus fonciers, eux, vont être imposés. Donc en général, on connaît le micro-foncier qui est le plus simple, où là, on va être imposé sur les 70% restants des revenus. Donc on va abattre 30%, on va être imposé sur les 70%. Il faut savoir que ne serait-ce qu'en LMNP, on va utiliser ce qu'on appelle le micro-BIC. Donc, c'est plus des revenus fonciers, c'est des bénéfices industriels et commerciaux, des BIC. Donc, c'est une autre catégorie de revenus. Là, juste pour faire la comparaison avec les revenus fonciers, le micro-BIC, c'est pas 30% d'abattement, c'est 50% d'abattement. Donc, concrètement, au lieu d'être sur 1000 euros de loyer, au lieu d'être imposé sur 700, on va être imposé que sur 500. Donc, voilà. Donc, déjà, le LMNP, par rapport aux revenus fonciers, il a un gros avantage. Le défaut du LMNP par rapport au revenu foncier, ça va être que en cas de déficit, eh bien le revenu foncier, ça va s'imputer sur les revenus, alors que le déficit en LMNP, lui, il va pas venir s'imputer sur les revenus, il va rester encapsulé dans l'activité quelque part et il va se reporter d'année en année jusqu'à ce qu'il vienne effacer les revenus locatifs. Alors, l'avantage du LMNP, c'est que pendant plusieurs années, vu qu'on va passer plus de charges et plus d'amortissements, donc là je vais pas trop rentrer dans les détails, mais concrètement, on peut tout déduire sur son résultat. Eh bien l'avantage du LMNP, c'est qu'on peut rester pendant 7, 8, 9 ans comme ça, sans payer d'impôt sur son résultat, puisque le résultat est nul et le déficit se reporte d'année en année. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Après, sur le côté pratique, on se rend compte que le LMNP, il faut juste louer en meublé. Meublé, ça veut dire quoi? Ça veut dire rajouter des meubles dans le logement, et là, il y a une liste de 11 meubles respectés selon la loi, et finalement, c'est très facile de meubler un logement pour le mettre en location meublée. Quand on est en location meublée, un des gros avantages, c'est que le bail ne dure qu'un an. Donc, si jamais on a un locataire qui est un peu chiant, qu'on veut, qu'il parte, eh bien, les baux durent vraiment moins longtemps que 3 ans en revenus fonciers. Et surtout, la caution, elle est de 2 mois et pas de 1 mois. On peut aller jusqu'à 2 mois de loyer. Donc finalement, on va pour couvrir les meubles. Donc ça reste plus intéressant pour moi. C'est vrai que le revenu foncier classique est plus courant, mais dans le cadre du LMNP, du coup, est-ce que c'est intéressant de faire le maximum de crédit ou est-ce qu'il faut mettre de l'apport? Est-ce que ça représente un avantage? Alors déjà, il faut savoir qu'en location meublée, à partir du moment où on fait un crédit pour emprunter, la banque ne finance pas les meubles. Voilà, ça c'est quelque chose. Il faut le savoir. D'ailleurs, s'ils sont inscrits dans le compromis, des fois il y a une astuce qui dit on met des meubles dans le compromis au moment où on achète le bien pour diminuer les frais de notaire. Mais ça a double tranchant parce que il se peut qu'au moment où la banque reçoive le compromis, ils disent bah non, moi je vous finance pas les meubles. Donc là, il faudra mettre un apport, au moins celui des meubles. L'avantage de faire un crédit, c'est tout simplement d'économiser son épargne. Donc c'est un vrai levier finalement le crédit pour l'investissement immobilier. Et comme en revenu foncier, les intérêts d'emprunt vont être déductibles sur le résultat des BIC. Donc ça va venir diminuer le montant imposable, si tant est qu'il y ait encore un montant imposable à la fin de l'année. Moi j'aime bien faire en sorte que pendant 6-7 ans, il n'y ait pas d'impôt. Donc ça, il faut jouer avec les charges et les amortissements, faire des travaux. Donc moi
le crédit, financer tout à crédit, c'est quelque chose de, oui, bien. Maintenant, il faut trouver la banque qui va suivre le projet, parce qu'il faut savoir que les banques sont un peu plus restrictives, surtout en ce moment, qu'elles aiment bien que les investisseurs amènent de l'apport, surtout si voilà, c'est leur premier bien ou deuxième bien. L'idée, c'est de prouver à la banque que vous-même, vous croyez au projet et que vous êtes prêt à mettre des billes dedans, parce qu'après tout, la banque, elle garantit du risque. Donc, il faut que vous soyez capable de faire face aussi au risque et pas que elle. Après, je pense que justement, d'où l'intérêt de passer par un courtier pour connaître le juste équilibre entre aller au maximum de ce que la banque peut faire et en même temps montrer patte blanche pour obtenir son crédit. Exactement, voilà. Là, j'ai souvent des investisseurs qui viennent me voir qui sont totalement débutants et qui me disent « Oui, Flo, je veux un investissement locatif en meublé, je veux me faire financer les meubles, je veux du 25 ans, je veux pas mettre d'apport. » Et finalement, c'est des choses qui sont déjà pas possibles à l'heure actuelle. Et quand bien même on arriverait à trouver des solutions, on n'aura jamais toutes les conditions qu'un investisseur débutant veut. Donc il faut vraiment être capable de faire des concessions. Il faut aussi donner à manger à la banque, parce que elle prête, mais pas sans contrepartie, bien sûr. Et du coup, c'est là où le courtier va pouvoir intervenir et trouver les meilleures conditions pour l'investisseur et aussi savoir un petit peu le raisonner par rapport à la situation et l'investissement qu'il veut réaliser, surtout s'il est débutant. Alors là, du coup, je voulais te parler un petit peu plus de ton expérience d'investisseur, toi personnellement, mais aussi dans le conseil que tu as pu donner aux clients que tu suis sur la durée. Selon toi, en fait, en quoi il est important de bien s'assurer? Quels sont les risques inhérents à l'investisseur immobilier qu'il faut prévoir au départ en s'assurant chez un courtier? Pour moi, ça me paraît évident, l'assurance emprunteur, il faut être bien couvert en cas de décès, en cas de n'importe quelque chose qui peut vous arriver, n'importe quoi qui peut vous arriver. Il faut être bien assuré parce que derrière, vous avez un patrimoine à laisser à des enfants, à un époux, à des frères, sœurs. Donc si vous avez un patrimoine à laisser, il vaut mieux ne pas leur laisser une grosse charge et faire en sorte que à votre décès le bien soit remboursé ou que en cas de problème que vous perdiez votre emploi ou quoi que ce soit, que vous soyez capable de rembourser le bien et que vous ne vous mettiez pas en difficulté. Alors les assurances emprunteurs, on le sait maintenant, on peut passer soit par l'assurance de la banque, soit par une autre assurance, et on sait que souvent les assurances des banques sont un peu plus chères quand on est plus jeune et un peu mieux quand on est plus vieux. Donc n'hésitez pas à rejoindre le bon courtier d'ailleurs pour revoir vos assurances emprunteurs, parce que ça reste quelque chose de très important. Donc ça va être plus ou moins la première assurance à laquelle on va accéder à partir du moment où on va commencer à investir, dès qu'on va faire un crédit. Ensuite, tout simplement, à partir du moment où on est bailleur, on va devoir utiliser ce qu'on appelle, c'est pas forcément obligé dans tous les cas, mais le plus souvent c'est recommandé, et surtout en copropriété là où c'est obligatoire, la PNO, donc l'assurance propriétaire non occupant. Et alors ça, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai rénové mon tout premier bien, j'avais fait les rénovations moi-même et j'avais fait venir un ami pour souder un radiateur. Et en fait, le radiateur, il a été remis en eau et il a fui. Et quand il a fui, donc j'ai appelé l'assurance, je leur ai dit voilà, j'ai un dégât des eaux, il y a une fuite sur un tuyau et je sais pas pourquoi et du coup l'assurance m'a dit écoutez, prévenez tout de suite le voisin du dessous. Donc j'ai appelé la copropriété qui a contacté le voisin du dessous. On a regardé, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts en dessous et donc du coup, j'ai fait venir quelqu'un qui a réparé le tuyau et tout s'est bien passé. Et en fait, l'assurance PNO sans que je leur demande rien, donc je leur avais dit que j'étais encore en travaux, qu'il y avait du placo, etc. Eh bien, ils m'ont remboursé 200 € sans que je leur demande absolument rien et sans justificatif, juste parce que je leur avais dit au téléphone que le placo était mouillé. Ils m'ont dit il faut refaire cette partie du placo. Donc voilà. Donc c'est important d'avoir une PNO et des fois sans qu'on le sache, ça peut servir. On est bien content quand ça tombe. Donc la PNO, très importante, c'est surtout en cas de dégâts causés aux autres. Et là, finalement, moi, elle m'avait même couvert pour moi, donc c'était nickel. Après, quelles vont être les autres assurances? Donc, typiquement, à partir du moment où on a un locataire en place, si par exemple on n'arrive pas à avoir une caution sur le locataire, ça va être la garantie loyer impayé. Ayez toujours une sécurité pour votre locataire, parce que si un jour il paye plus, que vous êtes obligé d'engager des démarches pour l'exclure ou quoi que ce soit, eh bien ça peut être très long et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, vous pouvez ne pas être payé. Et là, la garantie loyer impayé va être très efficace, encore une fois, si vous n'avez pas de caution. Et une assurance que Daphné m'a présentée il y a pas longtemps que je ne connaissais pas, c'est la protection juridique pour les propriétaires non occupants. Alors je connaissais la protection juridique parce que j'en ai moi-même une, mais je ne savais pas pour les propriétaires non occupants. Donc si un jour vous avez des problèmes juridiques avec un voisin, avec n'importe qui, vous avez fait des travaux, ça a mal été fait ou quoi, eh bien vous allez pouvoir faire appel à cette assurance qui va prendre
pour vous en charge tous les frais administratifs, judiciaires. L'amiable et Voilà. judiciaire. Voilà, et donc contentieux, donc qui vont permettre tout simplement de vous libérer l'esprit sur des sommes d'argent que vous pourriez récupérer. Mais Florian, au niveau du LMNP, tu m'avais parlé qu'il fallait prévoir une prévoyance en cas de décès. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important à tous ceux qui ont des projets immobiliers de ce type? Alors oui, en effet, en location meublée non professionnelle, il faut savoir qu'on est dans la catégorie des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. En fait, les BIC, c'est quoi? On va prendre toutes les rentrées d'argent que vous avez, on va déduire toutes vos déductions, donc vos charges ou alors vos amortissements liés par exemple aux travaux ou à l'achat de meubles ou au bien immobilier en lui-même. Et à la fin de l'année, vous allez avoir un résultat. Ce résultat va être imposé. Et en fait, ce qui se passe avec l'assurance emprunteur, c'est qu'au moment où vous mourrez, eh bien, la prime, il faut savoir que dans le résultat, va arriver en chiffre d'affaires toutes les primes d'assurance que vous allez toucher. Par exemple, vous avez un dégât des eaux, l'assurance vous rembourse, eh bien, ça va rentrer en plus dans votre chiffre d'affaires annuel pour le calcul du résultat. Eh bien, si jamais vous décédez, ce que je ne vous souhaite absolument pas, et que la banque rembourse votre prêt, donc que l'assurance emprunteur rembourse votre prêt, eh bien, la prime d'assurance que vous allez toucher à ce moment-là va venir s'intégrer au résultat. Et à ce moment-là, vos héritiers vont devoir payer de l'impôt sur cette année-là, malgré la prime exceptionnelle, ils vont devoir payer de l'impôt sur le résultat des BIC générés à cause de l'assurance emprunteur. Donc ça, on parle de risque fiscal en fait, tout simplement, et il existe des prévoyances contre le risque fiscal, ou alors le fait tout simplement de prendre une prévoyance décès qui, elle, va assurer un certain montant qui correspondra à l'éventuel impôt que vos héritiers devraient payer en cas de décès. Donc ça, c'est important à prendre en compte et à bien calculer pour être couvert en cas de décès. Bon, si je comprends bien, il faut faire une prévoyance à titre personnel, que je paye à titre personnel, qui n'est donc pas déductible fiscalement, mais qui va protéger en bénéficiaire mes héritiers, donc souvent les enfants, et qui va compenser le surplus d'impôts généré par le remboursement de l'assurance de prêt le jour où il y a décès. Exactement, c'est ça. Mais alors du coup, quelles sont les personnes qui principalement doivent penser à cette technique? Alors, de manière générale, n'importe qui a des enfants et qui veut leur éviter de payer cet impôt en cas de remboursement. Et bien sûr, par rapport au prêt, si vous vous posez la question et que vous êtes déjà sur la fin de remboursement de votre prêt, il n'y a plus tellement d'intérêt parce que l'assurance emprunteur remboursera une très faible partie du capital restant dû. Par contre, si vous avez un gros capital restant dû et que vous avez dépassé par exemple la cinquantaine et que vous avez des enfants, là, ça peut être intéressant de faire le calcul pour voir combien l'assurance emprunteur vous rembourserait et combien d'impôts ça entraînerait derrière sur votre résultat annuel, puisque du coup, ça va se répercuter sur les héritiers, tout simplement. Donc l'impôt, ils devront le payer, même si vous venez de décéder. Et on ne parle pas, attention, d'impôt de succession, de droit de succession ou autre, qui est encore complètement autre chose. Là, c'est vraiment l'impôt sur le résultat de l'activité LMNP dont héritent les héritiers. Donc là, ils y échappent pas. Et du coup, cette prévoyance va tout simplement permettre de compenser le risque fiscal, qu'on appelle ça. Et quand on fait du LMNP, souvent, on n'est pas averti de ce genre de choses parce que le LMNP, on le connaît souvent, les banques le proposent dans le cadre de dispositifs. Alors, c'était Censi Bouvard qui existait, je crois qu'il arrive à la fin là où il doit être encore pas loin, mais ça va bientôt se terminer. Voilà, les banques proposaient des projets dans le neuf de promoteurs avec lesquels en général ils sont en bis-bis. Et l'idée, c'est tout simplement de vendre le LMNP à des investisseurs qui n'y connaissent absolument rien. Et finalement, quand on rentre dans le LMNP, on se rend compte qu'il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi quelques petits défauts qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser. Et tout simplement, celui-là c'en est un, c'est le risque fiscal en cas de remboursement de l'assurance emprunteur, puisque la prime va rentrer dans le résultat avant impôt. Alors pour tous ceux que ces renseignements ont bien intéressé et qui ont envie d'aller plus loin, je vous recommande vraiment la chaîne YouTube de Florian qui s'appelle Focus Immo avec un M. Un seul M, ouais. Et si vous avez besoin d'un courtier en crédit immobilier, je vous mets ses coordonnées en commentaire, comme ça vous pourrez directement le contacter. En tout cas, merci de m'avoir accueilli, Daphné, c'était vraiment intéressant. Et puis, à très bientôt.